La deuxième blessure, c'est la conception après une fausse couche. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui passe complètement inaperçu. Je reviens encore en arrière, il y a 50 ans, dans la génération de nos mères et de nos grands-mères, les conditions de vie étaient tellement difficiles pour les femmes, parce qu'elles travaillaient durement elles aussi. Le suivi médical, il était pratiquement inexistant. Les moyens d'accompagnement médical de la femme enceinte étaient quand même très, très, très réduits. Et il y a beaucoup de femmes qui au début de la grossesse, enfin, dès les premières journées ou les toutes premières semaines, ben, elles faisaient des fausses couches. Et certaines femmes, malheureusement, elles ont fait des fausses couches en cascade. Et quand on fait des fausses couches en cascade, bah, c'est encore plus grave que d'en faire un. Donc c'est grave pour la mère parce qu'effectivement, c'est difficile pour elle. Quand il n'y a pas de désir de conception, de fécondation, c'est pas gênant, mais quand il y a un vrai désir de conception, de fécondation et qu'il y a une fausse couche, c'est très douloureux pour les parents ou l'un des deux parents. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à descendre dans mon inconscient et puis quand j'ai commencé à accompagner, c'est que le ventre de la mère, il se colore par le poids de la mort, par le poids de la mort. Écoutez bien pour les femmes. Et ça veut dire que votre ventre, qui est un ventre qui porte la vie, qui donne la vie, qui nourrit la vie, qui permet à la vie de grandir jusqu'au moment de la naissance et de l'accouchement, il est imprégné à votre insu par le poids de la mort. Parce que comme tout à l'heure vous l'avez compris, je pense, la première cellule elle est vivante, la première cellule elle est déjà habitée par une âme, en partie, mais c'est quand même déjà habité. Donc quand il y a une fausse couche, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un être vivant qui décède dans son corps physique, qui décède dans la dimension du corps physique. Et donc c'est une mort, et donc cette mort, c'est aussi une fréquence particulière, comme la vie c'est une fréquence, la mort c'est une fréquence, et ça veut dire que si votre mère a eu une fausse couche avant vous, pour ceux parmi vous qui m'entendez, si votre mère est encore vivante, essayez de lui poser la question pour savoir si elle se souvient, si avant vous, elle a eu une ou plusieurs fausses couches. Plus les fausses couches sont nombreuses, plus ça va être grave pour vous. Donc je vous conseille après de prendre un soin pour vous libérer de ce fardeau. Et donc qu'est-ce que ça donne, ce ventre qui est imprégné par la mort? Ça veut dire que vous-même, au moment de la fécondation, et après ça va s'aggraver tout au long de la vie intra-utérine, pendant les 9 mois, vous allez porter ce poids de la mort, cette empreinte de la mort. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça va donner pour vous? Ça va vous coincer dans l'impossibilité d'être vous-même. Vous ne pouvez pas être vous-même parce que vous allez devenir à votre insu, vous allez être piégé comme étant le fantôme de l'enfant qui est mort, l'embryon, l'enfant qui est mort avant vous. Et dans les cas extrêmes que j'ai vus, il y a des parents qui sont tellement blessés, qui veulent tellement un enfant, que quand la femme a une fausse couche, ils veulent à tout prix remettre le plus rapidement possible une nouvelle fécondation. Et pour eux, c'est comme si vous voulez, de remettre en route un nouvel enfant. Pour ceux qui ont une croyance spirituelle, qui croient à l'âme, des choses comme ça, ben les parents, ils vont tout faire pour réparer cette fausse couche. Et à leur insu, c'est comme si que mettre en route un nouvel enfant, c'est comme si c'est faire revenir l'enfant qui voulait venir la première fois, qui a été perdu. Et c'est ce qui fait que, à leur insu, parce que tout ça, c'est dans l'inconscient de couple, du père et de la mère, ou de l'un des deux, ça veut dire eux-mêmes, ils vont vivre ce nouvel enfant comme étant en réalité le premier qui est revenu. C'est comme si la première fausse couche, c'est juste un accident de passage, et que c'est le même enfant qui revient. C'est pas toujours le cas, c'est pas forcément le cas, qui fait que comme malheureusement vous êtes un deuxième enfant qui n'êtes pas le premier, ben vous allez porter le poids de la mort du premier et vous allez à votre insu devenir le fantôme du premier enfant qui est parti. Donc ça aussi, ça va vous amener beaucoup de problèmes d'identité, cette quête permanente de mais qui suis-je, qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi la vie, pourquoi je suis là. Donc ça c'est des questions existentialistes et c'est déjà à la conception que ça se met en place, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce thème-là, pardon? Le chat est activé. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Donc, on va ouvrir ce temps de questions-réponses au niveau du chat. Donc, je vous remercie d'être silencieux quand j'explique, et puis après, vous exprimez quand je vous donne la parole, parce que moi, c'est plus facile pour tout le monde.
Donc effectivement, le déni de grossesse, c'est encore un autre sujet. C'est pas lié à la conception, mais je vais quand même y répondre, sachant que je devrais plutôt y répondre dans les visioconférences sur le thème de la vie intra-utérine, parce que c'est là que la mère prend conscience enfin, qu'elle prend conscience que c'est, ah, tu veux dire le déni d'une fausse couche? Après, c'est pas. Ah oui, excuse-moi, Fabien, j'avais lu le déni de grossesse parce que c'est un truc, c'est quelque chose d'important qui existe vraiment. Le déni de fausse couche, je sais pas si on peut appeler ça déni dans le sens de la mère qui choisit délibérément d'ignorer qu'elle a eu un fausse couche. J'ai vu tellement de choses que dans l'absolu, je pourrais dire pourquoi pas. Je pense que la plupart du temps, c'est pas un déni, c'est seulement une non-conscience qui a eu une fécondation. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, au bout d'une semaine ou deux, il y a la femme qui, à l'occasion de ces mouvements, parce qu'elle continue à vivre normalement, dans une vie qui est rude, parce que je vous rappelle, des conditions de vie des hommes et des femmes, il y a encore 50 ou 100 ans, étaient quand même très dures. Donc il fait qu'elle peut avoir simplement une perte, un petit peu de perte de sang. Elle lui dit, bon, ben, j'ai une perte de sang. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'éducation à la sexualité était inexistante. L'accompagnement, l'éducation des femmes sur comment se déroulait la grossesse, il n'y en avait pratiquement pas. Donc je pense que dans ce contexte-là, la plupart des femmes qui avaient un petit peu de perte de sang, comme ça, en dehors des règles, ne devaient pas trop s'inquiéter. Après, la fausse couche, elle est forcément reconnue quand il y a le constat de la femme validé par un médecin au bout de quelques semaines, je ne sais plus au bout de combien de temps le médecin il est capable de valider le fait qu'il y a vraiment un enfant quand il écoute avec le tétoscope. La femme, elle s'en rend compte au bout d'un mois parce que les règles ne reviennent pas. Généralement, il y a des règles qui varient, qui peuvent sauter. Donc c'est seulement au deuxième mois, elle va dire tiens, c'est bizarre, ça fait 2 mois d'affilée, ça fait beaucoup. Et après, c'est peut-être entre 2 et 3 mois que le médecin peut entendre battre le cœur. Et c'est seulement après, si effectivement il y a une fausse couche, que la mère perd l'embryon. Il sort avec du sang, et là, effectivement, elle est au courant qu'elle a fait une fausse couche. Il y a même des fois, il y a des femmes qui ont failli perdre la vie dans cette histoire, parce qu'il y a des fois des hémorragies très très violentes qui se mettent en place, et la femme, elle est à 2 doigts de décéder, quoi. Voilà. Donc le déni au sens déni, comme ça existe, le déni de grossesse, moi je dirais, j'y crois pas trop, parce que je l'ai très peu rencontré. Mais je laisse la porte ouverte en disant pourquoi pas, quoi. Voilà, pour répondre aux questions, attendez, je vais remettre en route le chat pour qu'on puisse les voir. Voilà. Donc la question, j'ai fait une fausse couche et lorsque j'ai attendu mon fils, j'ai perdu son jumeau. Donc il y a deux choses différentes dans cette question, Chantal. Il y a tout d'abord le fait que vous avez eu une fausse couche. Donc les 2 enfants que vous avez eus après, pendant la grossesse, à partir de la conception, ils sont porteurs du poids de la mort, tous les deux. Et après, l'autre question, c'est, sur les deux, vous en avez perdu un, et est-ce que ça pose un problème aussi? Oui, ça va poser un gros problème au jumeau qui est vivant, parce que je suis passé par là. J'ai perdu à la fois une jumelle et un jumeau au cours des premières semaines de vie, et ça m'a marqué toute ma vie. Là, malheureusement, il y a deux choses différentes. Il y a vous, en tant que femme, qui avez perdu, je dirais, 2 enfants. Le premier en fausse couche et le jumeau que vous avez perdu. Donc ça, c'est vous qui êtes porteuse de cette souffrance-là et de l'empreinte de la mort. Et il y a aussi le problème du jumeau vivant, qui lui porte 2 fois l'empreinte de la mort, à cause de la fausse couche et à cause de son jumeau qu'il a perdu. Et c'est lui qui va avoir besoin d'avoir un soin. Voilà, en fonction de l'âge qu'il a, je ne sais pas quel âge il a, si vous pouvez lui en parler, mais je vous conseille vraiment de lui parler de tout ça, s'il est en âge d'entendre, s'il est ouvert à tout ça, parce que je peux vous garantir qu'il va être marqué toute sa vie. Moi, j'ai galéré toute ma vie à cause du fait d'avoir perdu non seulement un jumeau, mais surtout une jumelle. Ça devient délicat, si vous voulez, quand l'enfant il perd un jumeau qui correspond au sexe opposé, parce que le sexe opposé, c'est le sexe qui va naturellement attirer l'enfant. Donc si c'est un garçon, il va être attiré par des femmes, et si c'est une femme, il va être attiré par un garçon, par des hommes. Et donc toute la relation homme-femme et femme-homme, elle va être colorée par la perte de la jumelle ou la perte de la jumeau. Et là aussi, il faudrait que je fasse une visio, rien que là-dessus, parce qu'on pourra en parler longtemps, parce que c'est vraiment très très délicat, oui. Voilà, je vais revenir un peu en arrière pour pouvoir voir les questions.
s'il n'y a pas eu de conception après une fausse couche, bah oui, parce que le fruit du poids de la mort, c'est seulement lié au fait qu'il y a eu une fausse couche. Qu'il y ait eu conception ou pas, bah, le poids, il est quand même là, oui. Après, le fait que le poids est là, il est moins gênant si la mère n'a pas donné naissance à un autre être. Elle le porte avec elle-même, mais c'est moins gênant que si elle a conçu un enfant et qui a vécu 9 mois dans son ventre, quoi. Je regarde aussi les questions qui sont là. Voilà. Après, ce que je peux vous dire aussi, attendez, là, voilà. Voilà, bah c'est ça. Voilà, c'était Chantal. Est-ce que tu te partages par rapport aux jumeaux, c'est ça? Le jumeau survivant, il va porter un poids de la mort, il va porter encore pire, c'est le tabou d'exister. Je vais en parler aussi tout à l'heure, je pense, si je me trompe pas. Donc il va se retrouver complètement, je dirais, déconnecté de la pulsion de vie, avec une envie de vie. Il va plus être comme une âme en peine qui est désœuvrée, il sait pas qu'est-ce qu'il fait là, il n'a pas envie de vivre, il n'a pas de projet, il va galérer comme ça, comme une âme en peine toute sa vie. Et effectivement, il sait pas quoi faire de sa vie. Ça, c'est les symptômes classiques de, voilà. Et s'il est jeune, et après, vous allez voir, quand il va grandir, j'espère qu'il est seulement à l'adolescence et qu'il n'a pas vécu encore des expériences difficiles dans ses relations amoureuses ou ses relations sexuelles, parce que tout ça, ça va être complètement pollué par la perte de jumeaux ou la perte de la jumelle en fonction de ce qu'il a vécu. Oui. Voilà. Après, ce que je voudrais attirer votre attention, hein, c'est le fruit de mon expérience, hein, c'est que généralement, quand on pose des questions intimes sur les parents, du style « Est-ce que vous m'avez vraiment désiré? Est-ce que vous vouliez vraiment un enfant ?» La plupart du temps, ils vont tous vous dire que vous étiez attendu avec impatience, que ça a été difficile. Et en réalité, si vous voulez, les parents, c'est eux qui sont dans le déni. Avec le temps, les parents, ils rentrent dans le déni, dans le déni de leur propre non-désir d'avoir des enfants. Voilà. Une fois que l'enfant est là, ils ont fini par l'accepter, ils finissent par oublier qu'au départ, ils n'étaient pas contents, ils en voulaient pas, quoi. Voilà. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà rencontré une femme qui n'avait pas de poitrine, qui était stérile, qui avait pratiquement pas de règles. Et la première séance que j'ai faite pour l'accompagner, elle m'explique que ses parents avaient des problèmes de stérilité. Ils ont mis 1 an pour arriver à la concevoir. J'entends ça, si ok, je fais mon diagnostic. Est-ce que je tombe sur quoi? Je tombe sur une blessure que je vais parler dans quelques instants. Je sais plus si c'est maintenant ou la prochaine fois, excusez-moi. C'est une tentative d'avortement qui a échoué. Donc elle me dit c'est pas possible, vous vous trompez. Écoutez, c'est pas un problème, on fait le travail et vous allez voir. Donc j'ai commencé à faire le travail et rapidement elle s'est mise en position fétale. Elle a commencé à gigoter, à pleurer dans tous les sens. Et quand j'ai fini mon travail, elle était complètement effondrée. Non pas parce que c'était violent pour elle, mais ce qui était violent pour elle, c'est comment elle a vécu ça. Et les yeux fermés pendant qu'elle gigotait, elle a carrément vu arriver une aiguille à tricoter et elle a bien vu qu'on cherchait à la faire passer. Voilà. Et ça c'était la vraie vérité. Je vous assure, j'ai surveillé avec beaucoup de douceur. Elle a mis 6 mois pour s'en remettre. Tellement pour elle, c'était impossible d'entendre, même si elle en a fait l'expérience elle-même, d'accepter que tout ce qu'on lui avait raconté au niveau de ses parents, qu'elle était désirée avec impatience, en réalité, c'était un enfant qui avait failli être parti, quoi. Voilà. Je vais répondre à une autre question. C'est est-ce vrai qu'il faut faire monter l'âme d'une fausse couche ou d'un IVG? Oui, c'est sûr. Non, c'est pas la même chose. Il y a deux questions différentes, Laura. La première question, c'est qu'effectivement, une âme qui est morte en fausse couche ou à partir d'une interruption volontaire de grossesse, c'est un acte qui est grave, c'est un meurtre, hein, au vrai sens. Après, techniquement, c'est un meurtre. Après, il y a des fois, il vaut mieux tuer l'enfant plutôt que de faire rêver une âme et lui offrir une vie de galère où vraiment ça va être trop difficile pour lui. Donc, moi, personnellement, je suis ni pour ni contre. Pour moi, la seule personne qui doit décider si un enfant doit être mené à terme ou pas, en premier c'est la femme, mais si possible en concertation avec l'homme, parce que c'est eux qui vont s'occuper de l'enfant toute leur vie. Donc les seuls pour moi qui sont autorisés, habilités à choisir, on le garde ou on le garde pas, c'est eux. C'est pas la société qui doit, ni aucune religion qui doit imposer ce que les couples doivent faire.
à condition qu'ils se mettent d'accord, bien évidemment. Donc ça, c'est effectivement, il faut faire monter les âmes, c'est mieux, c'est préférable. Par contre, l'empreinte de la mort dans le ventre de la mort, de la mère, bah, il va quand même rester là. Et les enfants, parce que c'est pas le poids de la mort, c'est pas la présence de l'âme qui est morte qui reste accrochée. Ça, même si elle est là, ça va jouer. C'est vraiment l'empreinte de qu'est-ce qui s'est joué dans le ventre de la mort, dans le ventre de la mère au moment où un enfant décède. Voilà. Oui, il a 32 ans, d'accord. C'était une jumelle. Voilà, c'est ce que je vous disais, voilà. Si lui c'est un homme, il a perdu une jumelle, je peux vous dire que moi, ça fait très longtemps que je travaille sur moi et la plupart de mes relations amoureuses, elles ont toujours été galères. Donc voilà, donc s'il a 32 ans, si vous pouviez lui expliquer tout ça, ça serait vraiment intéressant qu'il accepterait de commencer de faire un travail à distance avec moi, parce que je sais très bien travailler cette blessure-là, parce que c'est une blessure, si vous voulez, c'est un impact, comme je le dis, c'est une seule blessure, mais en réalité, elle est tellement grave, c'est comme un bulldozer, c'est plus gros qu'un bulldozer. Je vais vous donner une image qui est un peu violente, c'est pour vous montrer qu'est-ce que ça lui a fait. Vous pouvez vous aussi lui expliquer cette image-là, s'il veut comprendre avec une image matérielle qu'est-ce que ça fait. Vous prenez un gros camion de 30 tonnes comme ça, qui roule à 100 à l'heure sur l'autoroute, vous mettez un mur en béton devant, et le camion il se fracasse dessus. Vous voyez ce que ça fait au mur, est-ce que ça fait au camion? Ben, la perte d'un jumeau ou d'une jumelle dans la vie intra-utérine, ça fait ça. J'ai mis des dizaines d'années pour m'en remettre. Déjà, je le savais pas, ma mère non plus. J'ai mis des dizaines d'années avant d'apprendre que ça pouvait exister, de commencer à me douter et de commencer à faire le travail pour faire émerger ça. Et même quand ma mémoire s'est ouverte, d'abord pour le jumeau et après pour la jumelle, j'ai mis encore de nombreuses années pour guérir ça, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore créé toutes les séquences de sons que j'ai créées maintenant, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est une blessure qui est très très grave, quoi. Et donc le plus grand cadeau que vous pouvez faire à votre fils, je vous dis ça vraiment avec mon cœur, c'est vraiment lui faire comprendre qu'il a un gros problème et que s'il le traite pas, il va galérer jusqu'à la fin de sa vie. Dans cet état-là, il n'y a rien qui va changer et que en quelques séances, ça peut débloquer des choses et ça peut changer sa vie, quoi. Voilà, je lis encore la suite. Pour la mère, c'est pas gênant. Enfin, il y a la mère qui va porter dans son ventre, je dirais, le poids de la mort. Jusqu'à présent, si vous voulez, j'ai encore jamais accompagné une femme pour elle-même pour ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un travail quand une femme elle s'est fait avorter, pas parce qu'elle porte le poids de la mort dans son ventre, mais parce qu'elle elle a pris la décision de s'avorter, et ça pour une femme, c'est une blessure terrible. Donc ça aussi, les femmes qui ont choisi à contre-cœur parce qu'elles étaient coincées, effectivement, de choisir de faire une interruption de grossesse, ben, on peut aussi traiter ça en séance individuelle. Voilà, mais c'est un autre sujet là. C'est pas seulement l'empreinte énergétique de l'enfant qui est mort dans son ventre là. Je sais bien, Chantal, là je suis en compassion parce que je connais ça très bien malheureusement. Il y a la plupart du temps, et encore ça a changé depuis une dizaine d'années, mais il y a encore 20 ans ou 30 ans quand j'ai commencé à parler de tout ça, dès que je parlais d'un problème, les gens me répondaient, mais moi je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller voir un thérapeute ni un psychologue. Ouais, donc en gros, on allait voir un psychologue quand on était fou. Donc en gros, et les gens ils confondent la psychiatrie où la personne est réellement folle, il faut carrément l'enfermer, avec le fait d'être mal avec soi-même, d'être mal dans sa vie, et d'avoir une vie qui est vraiment très compliquée et très difficile. Ouais. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis après, effectivement, quelqu'un qui veut pas travailler sur lui, on peut rien faire. Moi, personnellement, je refuse de faire des soins à distance pour quelqu'un qui donne pas son accord. Voilà, c'est un principe, parce que pour moi, l'amour, c'est la liberté. Et quand on aime quelqu'un, même quand il fait quelque chose qui ne semble pas bon, on n'a pas le droit d'interférer dans sa vie, à son insu. Donc, si vous arrivez à le convaincre que vous pouvez lui offrir le soin en disant voilà, tu veux pas le faire, t'es pas intéressé, tu veux pas le payer, si tu veux, je te l'offre pour ton anniversaire, je te l'offre pour Noël, mais il faut qu'au final, il soit d'accord. Donc faites attention parce qu'il y a des personnes des fois qui me font croire que la personne donne son accord, mais avant de faire le soin, je vérifie quand même si le mail qu'on m'a envoyé en me disant il est d'accord, si c'est vrai quand même, quoi, parce qu'effectivement, sinon ça devient un mensonge, c'est une tromperie, et pour moi, on n'a pas à agir sur quelqu'un s'il n'est pas d'accord, voilà. Et quand je dis ça, je parle pas du tout de vous, Chantal, bien évidemment. J'ai déjà vécu ça d'autres fois, c'est pour ça que je suis prudent. Et maintenant,
Après, c'est plus pareil. Ça. La notion de non-assistance à personne en danger, pour moi, la référence et la loi, c'est une personne en danger de mort immédiate, quoi. C'est quelqu'un qui est en train de vouloir se suicider, c'est quelqu'un qui est en train de mourir d'une crise cardiaque, quelqu'un qui saute à l'eau pour se suicider. C'est vraiment une assistance à personne en danger à proximité, à mort immédiate. Parce qu'après, effectivement, on peut dire que lui aussi, comme il en bave, il est en danger, mais si on sort du cadre légal qui est le danger immédiat de mort, tout devient danger, et après on valide tout, et n'importe qui peut faire pour n'importe quoi, quoi. C'est pour ça que je fais vraiment la différence, quoi. Là. Mais vous savez, moi, ça m'a beaucoup coûté de faire ça. Hein. J'ai connu des aides que j'accompagnais, qui faisaient 2 rendez-vous et qui voulaient déjà changer radicalement. Je leur disais, mais c'est trop tôt. Ça fait 15 ans que vous travaillez sur vous n'avez jamais eu de résultat. Laissez-moi quand même 6 mois, à raison d'une séance par mois. 6 séances, c'est rien par rapport aux dizaines et dizaines que vous avez déjà fait. Et dans 6 mois, vous verrez que vous avez changé. Donc, ils veulent pas attendre. Je leur dis, bah, tant pis pour vous, vous allez encore galérer. Et puis, ils me croient pas. Et je le sais bien. Mais là, par contre, là, vous savez ce que c'est dans ce cas-là, c'est non-assistance à personne à danger de soi à soi, quoi. C'est la personne qui est en faute professionnelle, en faute éthique et morale, d'être en non-assistance par rapport à elle-même, qui se laisse mourir parce qu'elle refuse de travailler sur elle, parce que elle a fait beaucoup de choses, elle a plus le courage de continuer, quoi. C'est une forme de suicide maquillé. C'est une forme de renoncer à se battre, à se soigner, et donc c'est une forme passive de choisir qu'à long terme, ben, il y aura peut-être une mort, une maladie, un accident ou un suicide qui va arriver, quoi. Voilà, ça c'est encore ça aussi, tu vois, des thèmes de visio, mais qu'est-ce que je pourrais en faire? Voilà. Si vous avez plus de questions, parce que c'est avec leur tourne, on va passer maintenant à la 3e blessure.